À la une de cette édition, le gouverneur du Sud-Ouest multiplie les initiatives allant dans le sens de l'apaisement des cœurs après le drame de Banlo. Il a discuté avec les élus locaux de la région des mesures à prendre pour promouvoir la cohésion sociale. Détail de l'ouverture de cette édition. Que de secteurs d'activité durement impactés par le Covid-19. Les sociétés agroalimentaires, de construction, de transit, elles sont nombreuses à vivre cette triste réalité. Conséquence, les prix des premières matières sont en hausse. Alors, comment les entreprises survivent dans ce contexte? Élément de réponse dans ce dossier de cette édition. Et puis le dernier vol des militaires américains a décollé ce 30 août de Kaboul. L'armée américaine a donc quitté l'Afghanistan après 20 ans d'occupation, la fin de la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. Voilà qui fait le sommaire. Madame, Monsieur, bonjour. Après le drame survenu à Banlo dans le sud-ouest, le gouverneur de la région multiplie les initiatives allant dans le sens de l'apaisement des cœurs. Il a rencontré hier les élus locaux de la région pour en parler. À l'ordre du jour également, les mesures à prendre pour promouvoir la cohésion sociale. Rencontre suivie par Oumarou Sagnon et Christophe Da. Le gouverneur du sud-ouest s'entoure des élus de la région pour donner des réponses au drame de Banlo. À l'issue d'échanges sans langue de bois, les parties prenantes s'accordent sur des mesures à prendre en dehors de l'action judiciaire en cours et dans un délai restreint. Nous avons donc des actions de coercition que nous allons faire pour le respect de la réglementation. L'occupation du domaine public le long de nos grandes voies, notamment les routes nationales. Vous voyez tout le long, il y a donc des domaines publics qui sont occupés, jusqu'à souvent même au-dessus donc du bitume. Tout cela, nous allons donc veiller à déguerpir tous ces gens. Nous allons également aussi, avec tous les différents acteurs, travailler à ce qu'il y ait une démultiplication active sur le terrain avec les acteurs qui sont les élus et toutes les couches, les fêtières, les femmes, les jeunes, pour que nous puissions sensibiliser aussi parallèlement à la base, pour que véritablement nous ne puissions plus avoir ce genre de choses. Plus jamais ça, et pour ce faire, l'implication des forces vives est sollicitée et en premier chef les élus locaux, fortement mobilisés d'ailleurs pour cette rencontre. Tout le sud-ouest s'est senti indigné, vraiment profondément indigné par rapport à ce comportement-là. Et d'urgence, nous avons fait une déclaration pour nous démarquer complètement et démarquer toute la population du sud-ouest de ces actes. En faisant comprendre qu'en fait, il s'agit là d'actions isolées. Et la population souvent trouve que, en tout cas, il y a des accidents mortels souvent. Et donc, avec peut-être les ralentisseurs sont placés, cela ça pourrait. Donc, en son temps, on était venu rencontrer la population, sensibiliser, et on a mis une plaque indiquant en tout cas, de diminuer les vitesses à ce niveau-là, parce que c'est une tournade dangereuse. Voilà, et c'est ce qu'on avait pu faire. C'est pas que je suis resté indifférent. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'ils pensent que trop c'est trop. Le gouverneur prévoit des rencontres avec d'autres acteurs, notamment les transporteurs et la société civile, afin de toucher le maximum de personnes. Pour rappel, un cas d'accident mortel survenu le 27 août dernier à Banlo, dans la commune de Broum Broum, a entraîné le lynchage mortel des 3 occupants de la voiture accidentée. C'est une étape essentielle qui vient d'être franchie dans l'organisation des Assises nationales sur l'éducation. Le document de base est fin prêt. Il contient les sujets qui seront sur la table de discussion pendant les assises régionales et nationales. Document remis hier au ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Roger Kam et bienvenue dans ça. C'est un pas important de franchi pour l'organisation des assises prochaines sur l'éducation. Ce document, devant servir de base pour des débats constructifs lors des assises régionales puis nationales, est prêt. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales le reçoit officiellement des mains du représentant du comité de rédaction. À partir d'aujourd'hui, nous sommes fin prêts pour donc commencer les discussions des assises régionales et nationales. Ce document est élaboré sur la base de 12 thématiques que nous avions identifiées, qui abordent toutes les questions et toutes les problématiques de notre système éducatif. Et ce document propose des pistes de solutions qui vont être justement appréciées et discutées par tous ceux qui vont participer à ces assises. Ce document de référence est le fruit de 21 jours de travaux. 2 à 3 semaines avant les débats, tous les participants devront l'avoir en main pour mieux se préparer. Nous avons introduit
un rapport en Conseil des ministres pour proposer des dates pour les assises régionales et nationales. Et lorsque le Conseil aura adopté ces dates-là, nous mettrons à la disposition de toutes les personnes concernées donc ces documents pour qu'elles aient suffisamment de temps pour examiner ces documents afin de venir aux discussions enrichies et de pouvoir contribuer de façon significative à ces assises. Les regards sont désormais tournés vers les discussions. La mission du comité de rédaction s'achève ici, mais le ministre Stanislas Ouaro invite les membres à rester disponibles pour accompagner le processus de réforme du système éducatif national. Un grand nom du système universitaire burkinabé vient d'être immortalisé ce matin même à Ouagadougou. L'avenue jouxtant l'université Joseph Kizerbo et reliant l'avenue Charles de Gaulle à l'avenue de l'échangeur de l'Est porte désormais le nom professeur Yembila Abdoulaye Togoyine. Avec ce baptême de rue, le nom du premier recteur de l'université de Ouagadougou, décédé en 2018, est gravé dans la ville de Ouagadougou. Parmi les noms de ces grands hommes qui ont marqué l'histoire du Burkina et de l'Afrique, Nongba Kouda et Draman Guéné. La reconnaissance est à la hauteur des œuvres de l'homme. Le professeur Yembila Abdoulaye Togoyine, le père fondateur et le tout premier recteur de l'université de Ouagadougou. Le premier physicien burkinabé décédé en 2018 voit sa mémoire perpétuée ici. L'avenue desservant l'université de Ouagadougou et le lycée technique Aboubakar Sangoulé Lamizana portent son nom. L'arrêté de baptême est signé sur place par le maire de Ouagadougou. Désormais, la dénomination avenue professeur Yembila Abdoulaye Togoyine est attribuée à la voie limitée au nord par l'avenue Comber Parmba et au sud par le boulevard Charles de Gaulle. L'arrêté remis à la famille sous acclamation de l'assistance. Le clou de la cérémonie, c'est ici le dévoilement de la plaque. C'est à la demande du monde universitaire que le père fondateur de l'enseignement supérieur burkinabé est immortalisé. Ce n'est pas l'université de Joseph Kizerbo qui l'a enfanté, mais il a enfanté tout le système de notre enseignement supérieur, y compris notre recherche scientifique. Il a été celui-là qui a renoncé à tous les avantages et à tous les conforts qui étaient courants à l'époque, parce qu'il était plus facile, après avoir fini ses études, de rester non pas au Sénégal, mais de rester en France. Mais il a choisi, par patriotisme, de venir d'abord au Sénégal, mais de là-bas de venir au Burkina, en Haute-Volta à l'époque, pour nous doter d'un système d'enseignement supérieur qui est aujourd'hui robuste. La reconnaissance vient en son temps. C'est un début. Donc la famille est heureuse de ce qui se fait aujourd'hui, mais voilà, c'est un début. Il a été à l'origine de la création des universités, qu'il s'agisse du système universitaire public comme privé. Donc je pense qu'il a apporté sa pierre à l'édifice pour le Burkina Faso. Le professeur Yembila Abdoulaye Togoyine est le premier professeur titulaire, toutes disciplines confondues, de la Haute-Volta. C'est à lui que le président de la Mizana fait appel dans les années 70 pour fonder l'université de Ouagadougou. Nous mettons à présent le cap sur Gawa, où le travail des enfants dans les champs de coton est toujours d'actualité. Pour plus d'impact dans la lutte contre la pratique, l'Union européenne, la coopération allemande et l'Organisation internationale du travail joignent leurs forces. Par le biais du projet CLEAR lancé hier à Gawa, cette coalition compte retirer les enfants des champs afin qu'ils soient formés dans divers métiers. Nous en savons plus avec Elvis Tuina et Lambert Soma. Selon les données du Bureau international du travail, 1,6 million d'enfants sont en situation de travail au Burkina. Dans la région du Sud-Ouest l'an dernier, 2442 enfants ont été répertoriés dans les champs de coton. Afin d'offrir de meilleures perspectives à ces enfants, le projet CLEAR est lancé. Il s'agit d'éliminer le travail des enfants et le travail forcé dans la chaîne de valeur du coton, du textile et de l'habillement. Il y a des actions qui ont déjà été menées contre le travail des enfants dans la région. Donc le projet s'appuie sur ce qui a été déjà fait pour essayer aussi de renforcer l'action et aussi donner des alternatives. La mise en œuvre du projet CLEAR est assurée par l'association Nobiel, qui veut dire en langue djan,
une seule voix. Il s'agira de sensibiliser tous les acteurs de la filière coton et de former les enfants retirés des champs dans 4 domaines. Il s'agit des unions des producteurs de coton là que nous allons impliquer dans la sensibilisation et nous allons identifier au moins 250 enfants que nous allons retirer et puis former. On a 4 métiers de courte formation, la formation en électricité solaire, en savonnerie, la teinture, et la formation aussi à l'élevage des petits ruminants. Pour atteindre les objectifs fixés, le coordonnateur demande l'implication effective de tous. Le projet Clear est cofinancé par l'Union européenne, la coopération allemande et l'Organisation internationale du travail. Il faut dire que l'agriculture est l'un des secteurs porteurs au Burkina, mais avant d'investir dans ce domaine, la sécurisation des terres agricoles est nécessaire. L'Office national du foncier est déjà dans la dynamique. Dans la région du centre-est, ce sont 12 communes qui ont vu leurs services domaniaux se renforcer grâce à une dotation de matériel informatique. Tanga Kafando a assisté à la remise du matériel, suivant son compte-rendu. La secrétaire générale de la région du Centre-Est remet symboliquement un kit de matériel informatique à l'agent domanial de la commune de l'Algaï. Un kit composé d'ordinateurs portables, d'imprimantes multifonctions, de routeurs, de téléphones Android, de GPS, de powerbank et de clés de connexion. Une dotation de l'Office national du foncier du Burkina Faso, ONFBF, à 12 communes de la région dans le cadre du projet Sécurisation foncière et développement inclusif dans la région du Centre-Est. Dans notre région, les conflits fonciers sont les plus nombreux. Et nous pensons qu'avec cette formation et cette dotation, alors tout cela contribuera à réduire le nombre de conflits fonciers, mais aussi à œuvrer pour en tout cas le développement, parce que nous savons aussi qu'en matière économique, la sécurisation foncière est très très essentielle. Aucun investissement ne peut être fait dans l'insécurité. L'ONFBF, dans ce projet, est soutenu par Enabel, l'agence belge pour le développement. La remise du matériel est suivie d'une formation sur l'utilisation et la maintenance du dit matériel. Nous en venons au dossier de cette édition qui traite des effets néfastes du Covid-19 sur le monde des affaires. Difficile de citer les entreprises qui sont durement impactées, mais une chose est sûre, le prix des matières premières est en hausse et chaque acteur du monde des affaires tente de s'adapter pour la survie de son entreprise. On en sait davantage avec Lamine Karantao et Karim Sissé. Amadou Ouba est sur l'un de ces chantiers de construction. Ce technicien bâtiment dit subir avec impuissance les effets de la maladie à coronavirus. Il avait soumissionné à des marchés avant cette pandémie, mais aujourd'hui, l'exécution semble difficile du fait de la hausse du prix de certains matériaux de construction. Il y a le fer à béton qui a haussé au moins de 15%. Il y a les profilés de construction métallique tels que les IPN, tout ce qui est cornière et autres qui rentrent dans la charpente, qui a haussé de près de 17%. Et c'est seulement jusqu'aujourd'hui la tôle qui n'a pas encore changé de prix. Voilà. Et il y a le ciment qui était à 95 000 avant le Covid. Aujourd'hui, nous sommes autour de 110 000. Les industries ne sont pas à l'abri de cette flambée du prix des matières premières. Qu'ils soient importés ou locaux, presque tous les produits ont connu une hausse de prix. Il y a un produit sucrant que nous utilisons qui s'appelle l'aspartame. Voilà, nous l'achetons à 425 000 francs il y a pas moins de 2 mois. Et aujourd'hui, on le trouve à 675 000. Il y a les extraits d'arômes que nous achetons à 125 000 francs et aujourd'hui, nous sommes contraints d'acheter à 175 000. Cette conjoncture économique, selon les différents acteurs, est mondiale. La maladie à coronavirus a entraîné la fermeture de nombreuses sociétés au plan international. À cela s'ajoute le renchérissement du coût du transport maritime. Le fret maritime qui était de 2 000 à 3 000 souvent, imaginez-vous que ça allait jusqu'à 10 000 $, parce que c'est en dollars généralement. Donc forcément, ça a des impacts négatifs sur le coût des marchandises. Donc quelqu'un qui travaillait souvent à
qui pouvaient banalement faire au moins 10 conteneurs se retrouvent avec 3 conteneurs dans le mois ou bien 2 conteneurs. Face à cette nouvelle donne, chaque acteur, dans son secteur d'activité, dit développer des initiatives pour ne pas fermer boutique. La faim et la malnutrition, une réelle préoccupation pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. La solution viendra d'une implication de tous les acteurs, estime le réseau de la société civile pour la nutrition. C'est donc dans cette optique que le Resolute a entrepris de former à Ouagadougou des organisations de la société civile. Une formation axée sur le contrôle citoyen et le suivi, évaluation des politiques et programmes de santé et de nutrition. La synthèse des travaux avec Marguerite Douagneau et Roger Cam. C'est un atelier de formation qui se veut un cadre d'échange de bonnes pratiques en matière de contrôle citoyen du processus budgétaire et de suivi des politiques publiques. Nous nous retrouvons, c'est dans le cadre d'une activité programmée par le Resolute à l'endroit de ses membres qui sont des ESC au niveau local, de sorte à pouvoir les renforcer en matière de compétences et de capacités. C'est en fait une suite d'un paquet d'activités qui sont en train d'être donnés à l'ensemble de ces membres-là pour les rendre véritablement efficaces et opérationnels au niveau local. 72 heures durant, les organisations de la société civile et les membres du réseau de la société civile pour la nutrition ont été outillés sur le mécanisme externe de suivi et de contrôle citoyen et sur les techniques d'influence des politiques publiques. Nos capacités ont été renforcées pour pouvoir analyser sur ces politiques dans le but d'améliorer le budget de la nutrition. La formation se tient dans le cadre de suivi et évaluation des politiques et programmes de santé et de nutrition. Pour les acteurs du Resolute, la société civile se doit d'avoir un rôle de veille citoyenne et de plaidoyer pour permettre d'encadrer la politique budgétaire dans le sens de la réalisation de la fonction sociale. À Tigandalgue, commune rurale de Komsilga, des personnes en situation de vulnérabilité ont reçu un soutien pour améliorer leurs conditions de vie. C'est un engagement d'un fils de la localité, par ailleurs conseiller municipal. Les bénéficiaires, majoritairement des personnes déplacées internes, ont à l'occasion reçu des vivres et des non-vivres. Bernard Kambilem est bienvenu dans ça. C'est un geste de solidarité en faveur des personnes vulnérables et déplacées internes de Tigindalgue dans la commune de Komsilga. Des vivres et des non-vivres composés entre autres de riz, de maïs, de nattes et de couvertures. Je remercie le donateur d'avoir initié cette belle initiative. C'est une grande joie pour nous de recevoir ces dons car c'était très difficile pour nous d'avoir à manger en cette période. D'une valeur de plus de 16 millions de francs CFA, ce geste s'inscrit dans le cadre de la première édition de la journée de solidarité dans le village de Tigindalgue. L'organisation de cette journée s'explique par le fait que notre pays, le Burkina Faso, traverse une période très difficile de son histoire, liée d'abord à l'insécurité qui a provoqué de nombreux déplacés internes. Secondo, il y a le fait que la période de soudure, là, les ménages se trouvent dans une situation très difficile, lié au fait qu'ils n'arrivent pas à bien avoir à manger. Et il y a aussi la pandémie de la Covid-19 qui a provoqué la fermeture des frontières. Cette cérémonie vient à point nommé et il était quand même important pour nous d'accompagner de telles initiatives que nous estimons qui sont des initiatives nobles et très louables. Cette journée est l'occasion de célébrer les meilleurs élèves de l'année scolaire 2020-2021. Ils reçoivent entre autres des vélos, des kits scolaires et des ordinateurs portables. Hors de chez nous, après 20 ans d'occupation, l'armée américaine a quitté l'Afghanistan. C'est donc la fin de la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis qui vient de sonner avec le départ des derniers soldats américains du sol afghan. Cependant, la mission diplomatique poursuit son travail pour l'évacuation des citoyens américains et afghans éligibles et désirant de partir. Le dernier avion C-17 a décollé de l'aéroport de Kaboul le 30 août à 19h29 GMT. Ces mots venus du Pentagone sonnent la fin de la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis.
19h29 GMT, 3h29 à Washington et minuit moins 1 à Kaboul. Le retrait était promis avant le 31 août. Les derniers soldats américains ont quitté l'Afghanistan, laissant le pays aux mains des talibans, leurs ennemis de 20 ans. Ce chapitre de l'histoire militaire restera probablement dans les mémoires pour ses échecs colossaux, ses promesses non tenues et une sortie finale frénétique qui a coûté la vie à plus de 180 Afghans et 13 membres des services américains. Les dernières heures de l'évacuation ont été dantesques. Les troupes américaines ont dû s'atteler à la tâche colossale de faire monter les derniers évacués dans les avions tout en se débarrassant d'une partie de leur équipement. Et tout cela pour les soldats sous la menace qui s'est concrétisée en 2 attaques réelles de la filiale afghane du groupe État islamique. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. 14h, c'est le rendez-vous avec nos confrères des langues nationales. Bon après-midi à tous.